19h45, la Barrière Info Soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 20 juin 2021. Le président du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, MPCR de Noufouma Mamadou Arzika, a animé un point de presse. Il s'agit pour le MPCR de faire un état des lieux du processus de privatisation de la société d'exploitation des eaux du Niger SEN de 2001 à aujourd'hui. Il est inconcevable pour Noufouma Mamadou Arzika, il est inconcevable que les Nigériens souffrent encore pour avoir de l'eau potable, et cela malgré toutes les arnaques orchestrées par la SEN. Noufouma Mamadou Arzika en extrait. Nous avons décidé d'écrire un mémorandum et concernant la situation de la privatisation de notre société nationale, la Société nationale des eaux du Niger, SNE, qui effectivement, on se rappelle que c'est en 2001 que notre pays a opté et mis en œuvre la politique de la privatisation du secteur de l'eau, qui avait débouché sur la privatisation de cette société, la Société nationale des eaux. Et cela avait donné lieu à la création de deux entités. Et la première entité, c'est la Société des patrimoines des eaux du Niger. Donc, la société qui est entièrement étatique, qui a comme charge la responsabilité de gérer le patrimoine des eaux du Niger, produire l'eau et mettre cette eau-là à la disposition de la deuxième société qui est la Société d'exploitation des eaux du Niger. Et c'est cette société d'exploitation des eaux du Niger qui a bénéficié d'une privatisation sous une forme qui a été retenue, qu'on a appelée l'affermage. Et l'affermage, c'est donc une manière de permettre à ceux qui seront appelés à bénéficier de cela, en tant que fermiers, de pouvoir exploiter le secteur en question durant une période déterminée sur la base d'une convention qui est à la base du contrat. Voilà, rendez-vous donc en partie en magazine pour suivre l'intégralité de ce point de presse du MPCR. Terra, c'est dans la région de Tillabéri, une des localités touchées par l'insécurité. Mais cela n'affecte en rien la démarche des autorités locales qui, nuit et jour, militent pour le développement socio-économique de la dite localité. À ce propos, suivant Soumana Hamidou, préfet du département de Terra, c'est dans ce reportage signé Hassan Saleh Mustafa et Boubacar Souley. Terra, ce département de la région de Tillabéri, reste aussi déstabilisé comme les autres localités de la région du fait des attaques et autres menaces des groupes terroristes. L'état d'urgence est en vigueur dans ce département. L'ambiance dans la ville est peu ordinaire. Malgré l'insécurité criarde qui prévaut dans cette région, les autorités départementales de Terra ne coupent pas avec la réalité du terrain. Elles se rendent régulièrement sur le terrain pour sensibiliser davantage les populations. Vraiment, malgré l'insécurité, ça n'a pas empêché à l'autorité administrative que je suis de mener les activités sur le terrain. Même le week-end passé, j'étais dans la commune rurale du Gorol. Donc de temps en temps, nous on sort, on va à la rencontre des populations pour des caravanes de sensibilisation pour les activités que l'autorité administrative a l'habitude d'organiser. Malgré l'insécurité, on arrive quand même à faire le déplacement de temps en temps. J'ai été dans toutes les communes au moins 2 ou 3 fois depuis que j'ai pris fonction. Le déplacement des autorités départementales, c'est une façon de décrisper la situation.
donc une façon aussi de rassurer les populations. L'insécurité qui est décrite partout, les gens qui sont loin du terrain pensent que même dans la ville de Terra ou à 5 km de Terra, on ne peut pas aller. Pourtant, les gens voyagent même la nuit d'ici jusqu'à Bankilare, d'ici jusqu'à Dolbel. Les gens vont jusqu'à Mehana, même la nuit. C'est vrai, il y a l'insécurité, mais elle est circonscrite sur les frontières. Ce sont nos villages qui sont sur les frontières avec le Mali et le Burkina qui souffrent plus de cette insécurité. Parce que les bandits profitent de l'absence des forces de défense et de sécurité pour s'introduire dans les villages, généralement la nuit. Ils viennent la nuit, ils volent le bétail, et ils terrorisent la population. Et souvent, ils ont des anciens collaborateurs qu'ils viennent assassiner. Donc l'insécurité n'empêche pas aux gens de faire leurs activités quotidiennes. À Terra, les autorités font tout de leur mieux pour faire face à la situation d'insécurité. Tous les acteurs concernés par la question se réunissent régulièrement pour analyser davantage la situation. L'attente, c'est que nous avons un conseil départemental de sécurité qui se réunit régulièrement pour faire la situation sécuritaire du département. Et nous rendons compte aux autorités et nous souhaitons que nos préoccupations puissent être prises en charge. Donc déjà nous avons 2 bataillons du G8 qui sont là, le 8e et le 14e bataillon. Et nous attendons encore que une partie de notre département qui fait frontière avec le Burkina, c'est-à-dire la partie entre Terra et Samira, puisse être prise en charge. Ça, nous l'avons toujours demandé et nous le réitérons chaque fois après les réunions de nos conseils. Dans la ville de Terra, bien que la psychose est perceptible, les populations vaquent quand même à leur occupation tous les jours. C'est dans le cadre du projet Autonomiser les jeunes en Afrique à travers les médias et la communication financé par la coopération italienne que l'association des journalistes pour la sécurité a initié une série de reportages avec des médias partenaires. À cet effet, je vous invite à suivre un reportage sur le non-respect du protocole de la CEDEAO sur la libre circulation. Ismaël Amoumouni. Libre circulation des personnes et de leurs biens dans la zone fait partie des fondements de la création de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Néanmoins, la libre circulation des personnes dans cet espace est loin d'être une réalité compte tenu des tracasseries routières. Malgré la présentation de leurs pièces des pays d'origine, ces migrants sont raquettés dans les pays d'accueil où à chaque poste de contrôle, c'est le même calvaire. Je travaille au Nigeria. Quand un ami m'a proposé de faire l'aventure vers l'Algérie, donc on fait programme pour passer pour aller travailler là-bas grâce à un de ses patrons qu'il a connu auparavant. Donc de là, on a fait une précaution. De Nigeria, on a payé par Kanu. On est rentré, j'avais mon passeport, j'avais ma carte d'identité qui prouve que je suis béninois. On a pris par Kanu. Bon, le bus qu'on avait pris, nous ne connaissions pas comment se prendre. On s'est trouvé vers Niamey encore. On ne savait pas comment on s'est trouvé là-bas. Le jour là-bas, c'était comme ça quoi. C'était un Nigérien, moi je suis un béninois, on se comprend en anglais seulement. Donc nous sommes allés à Niamey. De Niamey, on voulait maintenant continuer vers Algérie. De là, on a dû prendre le ticket pour ici. Ils nous ont donné les chemins à prendre. On a pris de Niamey, on a passé les endroits de pause-péage là. Arrivé au pause-péage, on nous a fait descendre généralement, étrangers sortis, Nigériens restés. Donc quand nous sommes sortis, il m'a demandé de poser ma carte d'identité, mes papiers, j'ai donné. Mon passeport a été présenté par beaucoup de pays. Arrivé là, il a montré tout le monde, moi il devait me faire passer. Il m'a dit de toi à payer 15 000 francs. J'ai dit 15 000 francs, moi je suis un béninois et je suis ici chez moi ici. Il dit caille. Ils m'ont même prêté de quoi, me gifler, des trucs qui ne sont pas bien. Bon, je ne suis pas chez moi, il doit me comporter normal et à l'aise. J'ai négocié, il m'a laissé passer à l'âge 10 000 francs. L'autre a payé 15 000 francs pour passer parce qu'il vient de Nigeria, il ne comprend pas le français. Arrivé à l'entrée d'Agadez, la même chose. On a dû payer 20 000 francs ici.
Nous deux là, on a payé 20 000 francs pour rentrer. Donc on ne peut pas compter combien de postes on a vu passer. Ça sonne mal aussi de venir dans les barrages, les checkpoints et qu'on t'arrête en tant qu'étranger, qu'on ne te traite pas au même pied d'égalité que les citoyens du pays. Ça se passe dans les barrages au cours des voyages. Ici, c'est la même chose. Tu es traité comme un étranger, surtout sur la route. Sur la route, oui. Et même au niveau civil, oui. Dans la vie, tu es traité comme un étranger parmi certains citoyens. Voilà, donc pour ne pas trop détailler, ça se passe un peu partout dans le monde. Le non-respect du protocole de la CEDEAO est une entrave au principe de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'IDH. On constate quand même au-delà du Niger, à travers le pays membre de la CEDEAO, que les citoyens de l'espace rencontrent toujours ces problèmes de tracasserie religieuse et même beaucoup d'entraves sur le droit à la mobilité. C'est une violation quand même d'un droit fondamental. D'abord, le droit à la mobilité, c'est un droit fondamental qui est universellement reconnu à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, à travers les articles 13 et 14, disent que tout ressortissant citoyen peut circuler librement et de choisir ce droit de résidence dans n'importe quel pays et de revenir dans son pays. C'est vraiment de continuer à dénoncer qu'ils sont victimes et de sensibiliser, que ce soit dans le cadre des médias, les associations de défense des droits de l'homme, de continuer à dénoncer cet état de fait. Le 29 mai dernier, le protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et l'établissement de l'espace CEDEAO a 42 ans. Pourtant, la libre circulation régionale connaît encore de sérieux problèmes. Le président du CRPD Soulhou, Ibrahim Gado, a offert un modeste don à la maternité à Yantala de Niamey. Il s'agit de ventilateurs, climatiseurs et matelas pour les salles d'accouchement, de garde et d'observation de la dite maternité. C'est la directrice régionale de la santé publique qui a reçu le don vendredi dernier au nom de l'État du Niger. Ibrahim Yoro et Abdel Ouahab pour le compte-rendu. En ces temps de forte chaleur, où le mercure affiche la quarantaine de degrés Celsius à l'ombre, la tâche est ardue pour femmes enceintes et sages-femmes de la maternité Yantala. Et pour cause, la quasi-totalité des ventilateurs sont en panne. Et pour ne rien arranger, les climatiseurs de la salle d'accouchement et celles de garde sont aussi hors usage. L'état des matelas se passe de tout commentaire. Les images témoignent. Informé de la situation, le président du CRPD Soulhou, Ibrahim Gado, a dépêché sur place une équipe de maintenance avec le matériel nécessaire. Aussitôt, les vieux ventilateurs sont remplacés par des flambants neufs. Les climatiseurs défaillants sont enlevés, des tout neufs installés. Désormais, le thermomètre affiche les 18 degrés dans la salle d'accouchement. Visitant les lieux en compagnie de la directrice régionale de la santé publique de Niamey, le bon samaritain a aussi offert une dizaine de matelas pour remplacer ceux de toutes les salles de repos. Les autorités sanitaires contestent la nature modeste du don offert par le président Ibrahim Gado. Je rectifie, c'est pas modeste. Pour nous, c'est énorme hein, comme don. Vous avez vu, on a fait la visite. Il y a assez de commodités qu'on a pris quand même que ce Nigérien-là, à qui nous disons merci vraiment. Et pour ce geste, on appelle les autres à lui emboîter le pas. En tout cas, merci beaucoup, M. Gado. Pour la directrice de la maternité Yantala, ce don est plus que symbolique. Son impact sur les conditions de travail a été immédiat. Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre Ça a déjà changé. Ça a déjà changé. Vraiment, ce geste me va droit au cœur. Au nom de tout le personnel de la maternité Yantala et à mon nom propre, je lui adresse tous nos remerciements.
C'était vraiment facile de faire accoucher une femme dans une salle qui n'est pas climatisée. C'est pas facile. C'est pas facile. Maintenant, est-ce que ça va améliorer les conditions dans lesquelles les femmes accouchent? Oui. Ça va améliorer, surtout l'équipe de Daria. Elle passe 24 heures ici. Si il y a la chaleur, c'est pas facile. En plus de participer à l'amélioration des conditions d'accouchement et par ricochet sur le travail du personnel, Ibrahim Gado a aussi, comme d'habitude, apporté soutien moral et réconfort aux femmes ayant accouché à la maternité Intala ce vendredi 18 juin 2021. La 7e édition de l'événement en Mama Nord s'est tenue hier après-midi dans la salle des banquets de Mohamed Gandhi et c'est Difa qui a remporté la couronne pour cette édition, nous rapporte Abdrazak Léo et Aboubakar Souley. Pour cette 7e édition de Mama Nord, c'est Difa qui est sacrée championne à travers Madame Boubacar Aïcha, sage-femme de son état. Un événement qui récompense les meilleures sages-femmes, entre autres, du Niger. Depuis 2012, Jeunesse Production a initié cette activité pour apporter sa modeste contribution à la culture de l'excellence au Niger, qui est chère à nos plus hautes autorités, au premier rang desquelles son Excellence M. Bazoum Mohamed, président de la République du Niger. Mama Nord est organisée pour rendre un hommage mérité à l'un des plus beaux métiers du monde, notamment la profession de sage-femme. Je voudrais souhaiter à toutes les candidates bonne chance et qu'elles servent de modèle à l'ensemble des travailleurs nigériens pour le développement de notre cher pays, le Niger. Un sentiment du devoir accompli et beaucoup d'émotions. Cette 7e édition de la paternité, c'est qu'on a décidé d'innover, de changer notre manière de faire. Je n'ai pas fait comme les autres, de donner franchement un plus de ce qu'on n'a jamais fait. On a décidé de faire des pagnes, fait maison par Jeunesse Production. Vous voyez un peu, on a bien tout le monde ici, tout le monde est content. On était en rupture de stock. On n'a pas vendu des tickets, mais on a donné des cartes d'invitation pour tous nos mamans. Voilà, pour qu'ils viennent participer à la 7e édition de Mama Nord, c'est pas Mohamed Gandhi. Les mots me manquent, c'est des femmes extraordinaires, mais un peu difficiles franchement à gérer. Mais grâce au conseil, à nos accompagnements, la fête fut belle. C'est une joie immense et je dédie ce trophée à toutes les sages-femmes du Niger, en particulier les sages-femmes et le personnel médical du CSI urbain d'Ifa. Ils l'ont mérité. Plusieurs prix ont été décernés pour cette 7e édition aux lauréates qui étaient aux anges. Belle réussite pour toute l'équipe de Jeunesse Production. Rendez-vous dans 2 ans pour la 8e édition. Les couturiers professionnels du Niger regroupés au sein d'une association dénommée APMCN a été en assemblée générale extraordinaire cet après-midi même à la maison de la culture qui a de Sekou de Niamey. Il s'est agi pour cette association de fédérer les tailleurs et couturiers pour la bonne marche de leur activité. Le résumé avec Adam Soumana et Sadou Doumi. Ces hommes et femmes venus des 4 coins de la capitale et de certaines contrées du pays ayant en partage le métier de la couture se retrouvent à la présente rencontre pour échanger sur la vie de leur association sous le leadership du coordinateur Ali Ibrahim. Une rencontre, la première du genre, qui a enregistré la présence massive des tailleurs et couturiers et visant de nobles objectifs. D'abord être amis les uns les autres, se connaître, échanger les idées, avoir beaucoup d'opportunités sur lesquelles on peut entamer des projets et aussi à valider nos statuts et règlements intérieurs qu'on a pu élaborer pendant la période de Covid qui est passée. Pour adhérer, il suffit seulement de demander 1, 2, 3. Si même il y a un problème, demandez 1 ou 2 ou 3 tailleurs, vous trouverez un au moins parmi les 3 qui est dans la PMC. Du coup, vous aurez les informations nécessaires pour pouvoir adhérer à l'association. Au secrétaire général du bureau provisoire de l'association de s'appesantir sur les changements observés dans ce secteur avec l'avènement de ce cadre fédérateur des tailleurs et couturiers ainsi que leurs attentes. Alhamdoulilah, on a fait une année d'activité. On a vraiment vu un grand changement côté couturier et tailleur parce que
ma majorité ont commencé à comprendre que seuls ils ne peuvent pas avancer, il faut l'union de tous. Donc la majorité se sont approchés de nous pour qu'on puisse marcher ensemble et alhamdoulilah, ils sont tous là. On a élaboré les plans d'action, les stratégies de marche qu'on a préparées pour la marche en avant de cette association. Ils sont tous d'accord avec. Donc je ne peux dire qu'alhamdoulilah, vraiment c'est l'union et la compréhension entre les tailleurs et couturiers. Il n'y a pas de jalousie entre nous, c'est seulement le travail qui nous unit. Donc du coup, on aimerait à ce qu'ils s'associent à nous pour qu'on puisse mener à bien nos activités. Ensemble, on peut aller plus en avant. Donc du coup, je ne peux dire qu'alhamdoulilah. Un défilé de mode mettant en valeur la couture nigérienne ainsi qu'un sketch de sensibilisation sur certains comportements des tailleurs et une photo de famille ont marqué les temps forts de ce grand rendez-vous des tailleurs et couturiers du Niger, agrémenté par une note musicale. Après Paris, Niamey a constitué la deuxième étape de la projection du film Zender de la réalisatrice Aïcha Maki. Ils étaient nombreux à faire le déplacement de Mahatma Gandhi pour admirer le talent de cette jeune réalisatrice nigérienne. Une équipe de la télévision Labari était également. C'est une grande mobilisation qu'a connue l'avant-première de Zender, le nouveau film de la réalisatrice nigérienne Aïcha Maki, dans la salle Mahatma Gandhi. Je pense avoir fait mon devoir en faisant ce film qui a duré 8 ans. Et j'invite tout un chacun de vous à être ambassadeur de Zender parce que c'est un film, certes, je l'ai réalisé, mais je ne peux pas le faire sans l'équipe qui est là. Parce que sans un personnage, il ne peut pas y avoir de film. Et je veux que chacun de nous soit le porte-parole de cette jeunesse-là qui est gâchée et qui finit souvent sa jeunesse derrière les barreaux. Je veux qu'on arrive à avoir une oreille attentive à écouter ces doléances et à en faire des citoyens responsables pour un dialogue. Un film plein d'émotions qui a été bien accueilli. Le film, je l'ai trouvé très intéressant. C'est un film qui relate un peu les choses, ce qui se passe à Zender. Je pense que c'est un film qui tient bien et qu'elle a bien réfléchi sur son lieu, sur ce qui se passe à Zender. Moi, je suis très content qu'il y ait des filles comme Aïcha Maki qui ont la volonté et qui ont la chance d'évoluer. Bon, je lui souhaite bonne chance et qu'elle continue. C'est un film d'une très bonne facture, c'est un film de qualité. Et le sujet qui est traité, c'est un sujet d'importance capitale. Donc c'est vraiment un très bon film. Et j'encourage beaucoup la réalisatrice, Aïcha Maki, notre vedette, notre star du cinéma. Et j'encourage aussi la jeune génération de réalisateurs à lui emboîter le pas. Magnifique. C'était, comme elle l'a dit elle-même, le miroir dans lequel il faut qu'on ose se regarder. Et le film pose tellement de problèmes graves, mais gravissimes. Drogue, prostitution. Mais il n'y a pas un moment où on voit du désespoir. Il y a beaucoup d'espérance. Moi, j'ai vu de l'amour, de la solidarité. C'est vraiment magnifique d'avoir pu sortir des vrais problèmes, qui pourraient être des vrais problèmes à débattre plus tard, mais de si belle manière. C'est une tuerie, c'est un film qui parle des faits qui sont réels aujourd'hui. Le film s'appelle Zender, mais il aurait pu s'appeler Tawa ou Agadez ou n'importe quelle autre région du Niger. Donc c'est un film qui parle à tout le monde, qui traite d'un sujet qui est plus que d'actualité. Donc je vous invite à le regarder. Le film Zender est sorti après L'Arbre sans fruit de la même réalisatrice, sorti en 2016. Conférence de presse hier après-midi dans la salle de réunion de la Maison de la Presse. Et c'est là en prélude à la fête de la musique qui se tiendra demain lundi 21 juin à la place Anoutaba. Chez Bouguissou, Abdrazak Léo. La présente conférence de presse se tient en prélude à la fête de la musique célébrée le 21 juin à travers le monde, mais qui a un peu disparu au Niger depuis quelques années. Beaucoup ne savent même pas que cette fête existe ici, existe ailleurs, d'accord, mais pas chez nous. Alors c'est une façon pour moi
de célébrer nos artistes, de leur montrer de la reconnaissance, parce que quand aujourd'hui ça ne va pas dans un pays, on utilise les artistes pour apporter la paix, des messages de cohésion sociale, des messages d'espoir. C'est aussi l'occasion de mettre en valeur nos jeunes talents en fait, parce que la fête de la musique, ce n'est pas que pour les professionnels, c'est aussi pour les amateurs. Ça permet de découvrir de nouveaux talents. Ainsi donc, pour ce 21 juin 2021 au Niger, cette fête renaît de ses cendres. Et la particularité de cette fête, elle est unique parce que c'est le seul jour où il n'y a pas de droit d'auteur. Il n'y a pas de droit d'auteur, il n'y a pas cachet. Nous sortons pour nous-mêmes, nous partons pour nous-mêmes et nous donnons de la visibilité pour nous-mêmes. C'est vrai que Niger Wood présente la fête de la musique, mais la fête de la musique n'appartient, c'est pas pour Niger Wood en fait, c'est pour les artistes. Il faudrait que cela soit entendu par tous les autres artistes qui n'ont pas pu peut-être s'associer à l'événement. On leur dit ici devant cette caméra que l'événement, là, qu'on t'invite ou pas, la fête de la musique appartient à tous les artistes. Rendez-vous est alors pris pour ce lundi à la place Anoutab pour vivre un moment plein d'émotions. Voilà, place à présent à la partie magazine, l'intégralité du point de presse animé par le président du MPCR, Noufou Mamadou Arzika, sur l'évaluation du processus de privatisation de la société d'exploitation des eaux du Niger, SEN, de 2001 à aujourd'hui. Très bonne réception à vous. Nous avons décidé d'écrire un mémorandum et concernant la situation de la privatisation de notre société nationale, la Société nationale des eaux du Niger, SNE, qui effectivement, on se rappelle que c'est en 2001 que notre pays a opté et mis en œuvre la politique de la privatisation du secteur de l'eau, qui avait débouché sur la privatisation de cette société, la Société nationale des eaux. Et cela avait donné lieu à la création de deux entités. Et la première entité, c'est la Société des patrimoines des eaux du Niger. Donc, la société qui est entièrement étatique, qui a comme charge la responsabilité de gérer le patrimoine des eaux du Niger, produire l'eau et mettre cette eau-là à la disposition de la deuxième société qui est la Société d'exploitation des eaux du Niger. Et c'est cette société d'exploitation des eaux du Niger qui a bénéficié d'une privatisation sous une forme qui a été retenue, qu'on a appelée l'affermage. Et l'affermage, c'est donc une manière de permettre à ceux qui seront appelés à bénéficier de cela en tant que fermiers, de pouvoir exploiter le secteur en question durant une période déterminée sur la base d'une convention qui est à la base du contrat. Et normalement, la convention en question est prévue pour une durée de 10 ans. Et normalement, à la fin de chaque période, on est censé évaluer pour voir concrètement à quel résultat on a abouti. Est-ce qu'on a pu atteindre les objectifs fixés? Et ou alors, s'il y a naturellement une conclusion inverse, que l'on puisse prendre des mesures pour trouver une autre formule d'action. Malheureusement, depuis 20 ans, nous sommes aujourd'hui en 2021, depuis 20 ans qu'il y a eu cette initiative de privatisation de ce secteur-là, avec la création de cette société, la Société d'exploitation des eaux du Niger. Concrètement, il n'y a pas eu une évaluation à la fin de la première période et on s'est retrouvé en train de faire une sorte de reconduction tacite de cet affermage-là
Et voilà, aujourd'hui, nous sommes encore à la fin de la deuxième période d'affermage. Et malheureusement, on est en train d'envisager des négociations sur la troisième phase, sans qu'il y ait un véritable bilan, sans qu'il y ait un véritable point de cette politique globale de la privatisation du secteur de l'eau, et qu'on sache si oui ou non il y a lieu de continuer cette aventure sous la forme qu'elle avait été engagée à partir de 2001. La société, lorsqu'elle avait été créée, la Société d'exploitation des eaux du Niger, tenez-vous bien, et elle a été créée comme une sorte de société par action. Donc il y a des actionnaires qui sont répartis en 4 groupes. Il y a celui qu'on a appelé l'actionnaire majoritaire, donc le repreneur stratégique. Il y a les privés nigériens et il y a les travailleurs même de la SNE au moment des négociations sociales, donc dans le but de les amener de les encourager à accepter la nouvelle situation. Donc on leur a fait une proposition de leur conserver 10% des actions. Donc ce qui fait que actuellement, au niveau des actionnaires de cette société, la Société nationale la Société d'exploitation des eaux du Niger, nous avons Veolia, qui est le repreneur stratégique, qui a 51%. Il y a les privés nigériens qui ont 34%. Il y a les travailleurs du moment de l'époque là, ils ont 10% et l'État n'a que 5%. Voilà comment est composée cette société. Et ce qu'il faut absolument retenir, c'est que cette société, ce n'est pas elle qui produit l'eau. C'est la SPEN qui va produire l'eau, la Société des patrimoines des eaux. C'est elle qui va faire les gros investissements. C'est elle qui va faire tout ce qu'il y a à faire et pour pouvoir garantir la production de l'eau. Et le travail et le rôle de la SIN, c'est de prendre cette eau produite et de le mettre à la disposition des consommateurs, c'est-à-dire des abonnés, sous condition du contrat qu'il y a entre eux et les abonnés. Et donc, ça veut dire que pour vendre, l'État ne sait pas vendre, mais l'État, lui, son devoir, c'est de produire, c'est de créer les conditions pour faire en sorte que l'on soit dans la situation d'avoir une société des patrimoines qui va aller au nom de l'État prendre beaucoup d'argent. L'État, tous les cadeaux que l'État va avoir, tout ce que l'État va investir dans le secteur. Aujourd'hui, on peut faire le bilan. L'État du Niger, entre 2001 à aujourd'hui, il a dû investir plus de 200 et quelques milliards. Pour être précis, 270 milliards à peu près, que l'État a investi dans ce sous-secteur-là pour accroître la production de l'eau et construire les grosses œuvres, genre la construction des réservoirs, les grosses canalisations qui doivent transporter l'eau de la station de traitement, de pompage et vers les réservoirs, et même certains niveaux de canalisation qui quittent les réservoirs pour aller dans certains quartiers. Tout ça, ça relève de la SPEN. Maintenant, la partie qui concerne la SIN, il y a un certain nombre d'investissements qu'ils avaient convenu de faire et se sont engagés à le faire pour être dans la position d'améliorer la desserte vis-à-vis de la clientèle, vis-à-vis des citoyens consommateurs que nous sommes, vis-à-vis des abonnés de façon générale. Mais malheureusement, et aujourd'hui, quand on fait le bilan, on se rend compte que depuis pratiquement ces 20 ans, les acteurs là, particulièrement le principal actionnaire qui est Veolia, et comme à son habitude, ce qu'il a fait dans d'autres pays comme le Sénégal où il a été chassé, le Gabon aussi où ils ont été chassés pour les mêmes types de raisons où il y a l'austérité et au détriment
et des consommateurs au détriment du pays de façon générale. Et il y a malheureusement l'insatisfaction que nous avons. Actuellement, ici, le quartier dans lequel nous sommes, vous voyez bien que c'est centre-ville, mais il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau depuis 4 h du matin, 5 h du matin. Il n'y a pas une goutte d'eau jusqu'à 23 h minuit. Ça fait des années. L'objectif, l'idée, c'était qu'on trouve une solution. Si on a dit on va privatiser, c'était pour avoir une meilleure prestance. Mais vous savez ce que les gens ont fait? La seule chose qu'ils ont faite, c'est de considérer qu'ils ont trouvé un état de situation où il y avait des compteurs qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment capables de permettre de bien comptabiliser l'eau qui sort. Et ils ont travaillé à changer les compteurs à tout le monde. On est passé des compteurs de 20 ou 30, parce que les compteurs de 30, c'est les vieux quartiers, genre les quartiers terminus et autres. Et il y a maintenant les quartiers, d'autres, les nouveaux quartiers où il y avait les compteurs de 20. Mais là, ils ont systématiquement engagé la procédure de remplacement des compteurs pour amener des compteurs de 20 mm de diamètre. Alors j'explique la notion du compteur de 20 mm de diamètre et de 15 mm de diamètre pour que vous compreniez. Vous voyez bien qu'il s'agit de l'eau. Et il s'agit de l'eau, donc c'est une pression, c'est un tuyau. L'eau là, elle traverse, elle passe à travers la tuyauterie. Et cette tuyauterie là, ce qui est dramatique, aujourd'hui avec les compteurs qu'ils ont installés aux gens, même s'il n'y a pas de l'eau, même s'il n'y a pratiquement pas de l'eau dans le réseau, la pression de l'air qui circule à travers le réseau, par exemple actuellement là où on est là, voyez-vous, il n'y a pas d'eau actuellement. Mais si vous ouvrez la pompe, vous laissez ça comme ça, évidemment vous n'allez pas voir l'air circuler. Mais le compteur reçoit la pression de l'air qui passe, comme elle a une partie où elle va sortir. Donc elle passe à travers la vanne de la pompe que vous laissez ouverte. Et finalement, donc, le compteur va compter, et il va compter l'air que vous avez consommé. Ça veut dire que quand lui il compte, il va vous envoyer une facture en considérant que vous avez consommé l'eau. Alors que vous n'avez pas consommé l'eau, vous n'avez eu que de l'air. On vous aura vendu que du vent. J'allais dire de l'air. Voilà et une situation aujourd'hui que nous avons constatée durant toute cette période-là. Pire, ces dernières années d'ailleurs, tellement ils ont fait leurs choses, ils ont vu qu'il n'y a pas eu de réaction et des gens comme si les gens n'ont pas compris, parce qu'en face, c'est l'État qui devait protéger les citoyens. Le premier défenseur des consommateurs, le premier protecteur des citoyens, c'est l'État d'abord. Et non nous, en tant qu'organisation de la société civile, organisation des consommateurs, qui nous donnons la mission d'accompagner l'État dans sa mission de protéger les citoyens. Et donc c'est pour ça que quand il y a des abus manifestes en direction des citoyens consommateurs, nous faisons le devoir d'interpeller qui de droit. D'interpeller qui de droit ici, d'abord l'État et puis ensuite les acteurs concernés. C'est pour cela d'ailleurs que lorsque nous avons apprécié tout ça, nous avons estimé que notre interlocuteur, désormais on a un interlocuteur qui est précisé. Avant ce n'était pas précis. Parce qu'en 1999, lorsqu'on a engagé cette procédure-là de l'initiative de la privatisation, quand ça a abouti en 2001, il y avait l'autorité de régulation multisectorielle, vous vous rappelez de ça? L'ARM. L'ARM, et donc à l'intérieur de l'ARM, c'était une autorité de régulation multisectorielle, donc dans le secteur eau, et à l'intérieur, il y avait une direction sectorielle eau qui devait normalement s'occuper de la régulation du secteur de l'eau, du côté. À un moment donné, ils ont commencé à travailler, mais après, l'État avait vu qu'il fallait qu'il change de fusil d'épaule en décidant de créer par chaque sous-secteur une autorité de régulation spécifique. C'est pour cela que dorénavant, on a une autorité de régulation du secteur de l'eau, il y a une autorité de régulation du secteur de l'énergie, il y a une autorité de régulation du secteur des télécommunications et une autorité de régulation du secteur des transports. Alors qu'avant, tout ça, c'était l'ARM qui patronnait tout ça. C'était un système qu'on avait essayé, bon, et après on a décidé de changer. Maintenant, comme l'ARSO a pu être mis en place,
nous avons donc dit que c'est la meilleure occasion que nous avons dorénavant. Et dans la phase actuelle de fin de la deuxième phase de renouvellement et de l'affermage et à ce fermier-là, que l'on puisse être dans la position d'interpeller tout le monde en nous adressant à l'assaut. C'est comme ça que nous avons fait ce mémorandum pour interpeller et justement l'assaut, lui faire le mémorandum en termes de rappel des faux faits qui constituent nos préoccupations et souhaiter et demander, j'allais même dire exiger que, au nom de l'intérêt de la nation, au nom de l'intérêt du peuple, au nom de l'intérêt des consommateurs, que l'on puisse évaluer concrètement en termes de résultats tout le processus qui a conduit à cette initiative de privatisation du secteur et puis ensuite qui a conduit au choix de ce fermier qui, depuis qu'il est là, le résultat n'a pas véritablement changé concrètement dans le sens de l'intérêt des consommateurs. Parce que si on fait le bilan, on a vu aujourd'hui tout ce qui payait les factures d'eau ou d'électricité avant 2500, 2000 francs aujourd'hui, il y en a qui se retrouvent à payer 10 000, 15 000. Il y en a même aujourd'hui qui payaient hier facture de 30 000, aujourd'hui ils se retrouvent à payer jusqu'à 75 000, 80 000 francs de facture, juste parce qu'il y a ce que je viens de vous dire là, ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que ces gens, ils se sont mis à organiser une forme de raquette contre les consommateurs, sachant très bien qu'ils n'ont pas l'eau dans leur réseau. Vous les entendez souvent vous faire un communiqué. Ils demandent à son aimable clientèle de considérer son installation comme constamment en service. Et justement, quand on dit de considérer vos installations comme constamment en service, pour les gens, donc ils considèrent que d'un moment à l'autre, l'eau va arriver. Et beaucoup de gens, malheureusement, ouvrent leurs pompes et ils laissent ça en attendant justement que l'eau arrive. Et l'eau n'arrive pas toute la journée, mais à la fin, vous avez quand même une facture. Il y a des quartiers comme le quartier Talagé. Et ils ont fait combien de... Avant qu'il y ait les forages là qu'on a finalement été obligé de faire il y a 2 ans là. Mais c'est des semaines, voire des mois, où les gens n'ont pas de l'eau. Aujourd'hui, nous avons des quartiers où entièrement, ils peuvent faire des semaines, presque voire des mois, sans qu'il y ait une goutte d'eau. Mais alors, ça aura servi à quoi? De dire qu'aujourd'hui, on a investi autant d'argent qu'on a investi dans ce secteur pour qu'on améliore la satisfaction des citoyens nigériens, particulièrement dans les différents centres urbains. Et pire ici, les centres les plus durs, c'est la capitale. Parce que ce n'est pas normal qu'on dise qu'à Niamey, au centre-ville, dans plusieurs quartiers du centre-ville, il n'y a pas de l'eau dans la journée. Donc ça, c'est ça que nous avons estimé, qu'il est absolument important qu'avant toute initiative de renouvellement ou de négociation en vue de renouvellement de ce contrat d'affermage avec cet opérateur-là, que l'on soit dans la position de faire une évaluation, qu'on clarifie les choses, qu'on voit concrètement par rapport à ce qui a été prévu. Concrètement, on en est où? Et l'évaluation aussi, il faut la confier à des gens qui savent faire le travail. Pas des gens qui ont été des anciens complices ou même qui ont été des anciens acteurs qui sont donc peut-être dans le circuit de tout ce qui a été ces manœuvres-là qui ont nui à ce peuple nigérien-là. Et c'est ça que nous avons dit, nous, en ce qui nous concerne, il est de notre responsabilité. Aujourd'hui que le président, M. Bazoum, a dit qu'il s'engage à être dans la position de travailler pour l'amélioration en qualité de la gouvernance et qu'il a souhaité que les acteurs de la société civile que nous sommes, dans le cadre de notre travail, que nous soyons dans la situation de les remonter en surface. Tout ce qui constitue des préoccupations sérieuses des consommateurs du Niger, des citoyens nigériens, voilà un cas. C'est une privatisation qui avait été faite dans des conditions floues. Même les privés nigériens à qui on a confié 34%, il est bon de savoir comment ça s'est passé. Tout ça, c'est bon de savoir. On a vu que c'était les gens, dans la privatisation, là, les gens ont fait du bradage. On a fait du bradage
on a fait des facilités à des individus aujourd'hui qui sont là en train de sucer le sang du peuple nigérien, le sang des consommateurs. À travers ces genres de structures qui sont très très mal gérées, qui sont des structures aujourd'hui, depuis qu'ils sont là, même en termes de qualité de gestion dont on a dit, mais allez-y voir, c'est une gestion népotique. C'est une institution avec une gestion népotique, des faux frais, des fausses charges qui sont aujourd'hui imputées à la gestion de cette société et qui malheureusement a pour conséquence, vous savez c'est quoi? Lorsqu'on fait une augmentation des charges d'exploitation, évidemment ça diminue le résultat. Et quand ça diminue le résultat, donc ça veut dire que c'est la base imposable, que ça diminue. Donc l'État va perdre des impôts. Ensuite, les actionnaires qui sont censés, les Nigériens qui sont là, particulièrement les travailleurs, qui ont leurs 10%, et même les privés nigériens en question, par rapport aux dividendes, il y aura une baisse de dividendes. Ils ne vont pas avoir autant qu'ils devaient avoir si justement l'opérateur qui est Veolia aujourd'hui, et avec tous ceux qu'ils ont été amenés à faire, on a vu il n'y a pas longtemps, tout le monde a entendu le dossier qui était à la Halcia. Le dossier de comment on appelle ça, de cette société qui était justement à la Halcia et où la Halcia devait engager pour voir concrètement, même que c'est une société sous gestion et semi-privée, qu'il puisse être dans la position de regarder parce qu'il y a l'intérêt de l'État. Lorsqu'on gère mal et l'État perd les impôts, lorsqu'on augmente les charges et indûment les fausses charges, on les fait supporter, ça diminue les résultats et en diminuant les résultats, donc c'est le bénéfice imposable et donc par conséquent, l'État n'aura pas autant d'impôts qu'il doit avoir. Or nous, tout le monde doit comprendre que notre combat, nous, est un combat citoyen, c'est un combat patriotique. Nous le faisons dans le but de, comme nous l'avons dit, voyez-vous, c'est un cadre idéal pour la défense de la nation et du peuple et c'est le sens que nous donnons à notre combat. C'est le sens que nous donnons à notre démarche. Et c'est pour ça, chaque fois que nécessaire, quand il y a une situation qui se présente, qui concerne les intérêts supérieurs de notre pays, nous sommes là. Nous sommes debout pour attirer l'attention de qui de droit. Maintenant, les uns comme les autres, désormais sont mis devant leurs responsabilités et nous allons mettre les yeux et les oreilles pour voir de quelle manière ils vont se comporter face à la nouvelle directive qui a été annoncée par le président Bazoum la dernière fois quand il a rencontré les organisations de la société civile.